nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. On a quelques questions qui sont déjà posées dans la rubrique questions. Alors, Isabelle demande si cette prévention est valable aussi dans le cadre de collectivités locales. Est-ce que finalement ça s'applique tout à fait. dans le privé, dans le public? La prévention primaire, secondaire, tertiaire, évidemment, s'applique en matière de prévention des RPS, également dans la sphère de la fonction publique, quel que soit le statut, quelle que soit la fonction, et donc pour la fonction territoriale notamment. Il y a de mémoire un accord cadre de 2013 qui vise les 3 fonctions publiques en matière de prévention des RPS. Donc ça, c'est le texte fondateur. Et puis ensuite, dans les fonctions, ils font également référence parfois à certaines dispositions du Code du travail. Voilà, il y a des passerelles entre les domaines. Donc, pour répondre à la question d'Isabelle, en principe, tout à fait, la prévention du burn-out s'applique complètement en matière de collectivité locale. D'accord. Oui, vous vouliez ajouter, Florence, non? Oui, non, je vais juste ajouter que la difficulté toujours à laquelle on se heurte lorsqu'on est face à une collectivité locale ou face à l'État en règle générale, voilà, quel que soit le secteur, c'est que finalement, quand c'est pas mis en place, c'est très compliqué, je dirais, d'exercer des contraintes, beaucoup plus que dans le secteur privé. Et ça, c'est valable dans tous les domaines du droit du travail. Voilà. Ouais. Effectivement, oui. Sylvie demande, lorsque l'employeur n'est pas sensible aux démarches de prévention, malgré l'accompagnement de la médecine du travail, quels sont les risques encourus par l'employeur en cas de salarié exprimant un malaise? Oui, bah justement, si vous voulez, le problème de tout cet arsenal juridique, il ne serait rien si on ne pouvait pas, s'il n'y avait pas de sanction derrière, parce que malheureusement la nature humaine est telle que s'il n'y a pas le bâton, bah c'est difficile à faire en sorte que les habitudes se modifient. C'est ainsi. Donc, si l'employeur, alors évidemment, ça dépend de la situation, ça dépend, il faudrait vraiment avoir quelque chose de plus précis, mais il s'expose à avoir sa responsabilité d'employeur engagé devant le conseil de prud'homme ou devant le tribunal judiciaire si jamais le tribunal judiciaire est saisi d'une question relative à une détérioration de l'état de santé. Donc, voilà, donc il peut y avoir effectivement des sanctions pécuniaires. Donc la principale, on en a déjà parlé dans les précédents séminaires, c'est notamment la demande de dommages d'intérêt pour atteinte à la santé et à la sécurité du collaborateur, parce que ça, c'est en général la demande qui est complètement en corollaire du fait qu'il n'y ait pas eu de prévention. Que qui dit pas de prévention dit qu'il y a une situation de santé qui s'est détériorée. Et donc, il y a eu ce qu'on a vu en L4121-1 qui n'a pas été appliqué. Et donc, il y a une possibilité déjà, sans doute, de faire une demande donc, devant le Conseil des prud'hommes de dommages d'intérêt pour atteinte à la santé et à la sécurité. D'accord. Sandrine pose une question et là, en fait, vous allez pouvoir, Diane, Florence et puis Xavier, donner vos commentaires. Donc, Sandrine dit, mon employeur me demande un écrit de ma demande de rupture conventionnelle. Elle est en arrêt depuis 9 mois pour burn-out. Et elle dit que pour l'instant, je l'ai pour l'instant demandé par oral, hein, donc la rupture conventionnelle. Lors d'un entretien, j'ai demandé une prime supralégale dans cet entretien. Dois-je faire ce courriel sans que cela me porte préjudice? Alors, qui commence, en fait, Xavier, Diane, Florence? Nous, on a cette question à peu près toutes les semaines, donc mais la difficulté, c'est qu'il est impossible de répondre sans finalement avoir débattu avec la personne concernée pendant un certain nombre de temps. C'est-à-dire, ça dépend du contexte professionnel, ça dépend de la relation qui existe entre cette personne et le décisionnaire. Est-ce qu'on peut faire confiance? Et ça dépend surtout du contenu de l'écrit. Parce qu'il y a aussi toute une manière de demander la rupture conventionnelle. Donc, on peut tout à fait nuancer la manière dont on formule la demande. Est-ce qu'on va jusqu'à chiffrer? Là encore, ça dépend jusqu'où l'employeur s'est engagé aussi sur cette indemnité supralégale. Donc, c'est assez compliqué pour nous, je dois dire, enfin, c'est même impossible de répondre de manière précise à ce type de questions. Parce qu'on peut faire une demande très très basique en disant juste le texte, en disant je vous demande d'envisager une rupture conventionnelle. Après, c'est le premier cas
évidemment le plus courant. Comme on l'a dit, ça n'a pas à être motivé les raisons. Donc, il suffit simplement de faire valoir, donc par mail notamment, comme le suggère Sandrine, cette demande. Et puis, il y a le collaborateur qui va vouloir exprimer un mal-être au travail et faire évidemment la chronologie des dernières semaines, des derniers mois, et qui à la fin va dire c'est pour ces raisons que je vous demande la rupture conventionnelle. Et donc, par rapport à la question de Sandrine, est-ce qu'effectivement, après, il peut y avoir une mesure de représailles? Tout est là encore possible. Et ça dépend de la personne qui reçoit, la façon dont elle va s'emparer du courrier de demande de rupture conventionnelle. Voilà. Oui. Et parfois même, on préconise de ne pas faire d'écrit du tout. Donc, c'est assez compliqué de passer pour avoir une qualité. Il faut, c'est un conseil personnalisé. Xavier? Alors, justement, je voulais ajouter quelque chose. J'ai un écho, je ne sais pas si vous avez un écho aussi. Non. Bon. Donc, ça fait bizarre, je m'entends en même temps que je parle. Beaucoup de prudence par rapport à ces sujets-là. Alors d'abord, moi, mon conseil, c'est que dès lors qu'il s'agit de votre relation contractuelle avec votre employeur, on n'est pas toujours objectif avec soi-même, comme je l'ai dit. Donc, il est vraiment important pour moi de se dire je me fais aider par quelqu'un dont c'est le métier, ou en tout cas un conseil qui soit suffisamment judicieux et compétent, même si c'est pas dans un cadre d'avocat ou voilà. Une relation qui s'y connaisse pour se faire aider, avoir un regard neutre. Et la deuxième chose, très préventif, que je peux donner comme conseil au regard de mon expérience d'accompagnement de personnes en situation de burn-out, c'est prenez le temps pour vous séparer de votre employeur si telle est votre décision. Il est évident que la dimension choc émotionnel, trauma, est importante et pourrait vous pousser à dire je vais me séparer de mon employeur parce que ça m'oppresse. Objectivement, c'est ça. Mais sauf que prendre la décision trop vite, d'une certaine façon, ne vous protège pas. C'est-à-dire, tant que vous êtes en arrêt maladie, vous êtes protégé. Même si vous êtes en arrêt maladie, alors pour certains, vous avez même des contrats de prévoyance qui peuvent être activés et donc ils vous protègent sur plus longtemps que simplement le délai légal de prise en charge de sécurité sociale. Donc, prenez votre temps. C'est sûr, c'est pas facile de vivre avec ce sentiment toujours de se dire mince, et si mon arrêt maladie n'était pas prolongé, il faudrait que j'y retourne alors que je ne veux pas y retourner. Oui, mais tant que vous êtes en situation de vous poser cette question-là, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas prêt, et donc aucun médecin ne vous renverra à votre travail. Donc, c'est pas profiter de votre arrêt maladie, mais si vous êtes en arrêt maladie, si vous êtes malade. Si vous aviez un cancer, vous ne vous poseriez pas la question. Vous auriez un arrêt maladie et vous n'iriez pas au travail. Et bien là, c'est la même chose. Donc, n'anticipez pas trop. Si à un moment donné, effectivement, votre décision elle est prise et que ça y est, vous avez fait ce travail de reconstruction et que vous vous sentez prêt à aller dans l'étape d'après, ok, démission, rupture conventionnelle, vous faites comme vous voulez, mais prenez le temps. Le pire que j'ai vu, moi, parce qu'il y a aussi la culpabilité, le pire que j'ai vu, c'est une personne qui m'a appelé comme ça et qui avait démissionné direct. Parce qu'elle culpabilisait tellement vis-à-vis de son employeur d'être en situation de burn-out et qu'elle avait une telle exigence vis-à-vis d'elle-même et de l'image du travail, de son rapport au travail vis-à-vis de son employeur, qu'elle avait dit je démissionne. Oui, sauf que qui l'a mis dans cette situation de burn-out je dis pas ça dans un mode inquisitoire, je dis simplement ça dans un mode le burn-out professionnel, c'est bien un environnement professionnel, on l'a vu largement dans toutes les définitions et dans toutes ces séances. Donc, ne prenez pas de décision hâtive là-dessus, laissez-vous vous faire accompagner par vos médecins et résister à cette pression de je veux me séparer. Oui, probablement, ça se terminera comme ça, mais prenez ce temps-là pour vous protéger, vous. D'autant que l'arrêt de travail suspend de toute façon le contrat. Donc, c'est un entre-deux là qui est fait pour protéger la personne. Il n'y a pas urgence, peut-être qu'elle y pense, qu'elle l'envisage, c'est une possibilité, mais peut-être pas à engager. Non, mais vous avez des pressions. Moi, j'ai des personnes qui ont la pression de leur employeur pour effectivement une rupture conventionnelle ou puisque tu es en arrêt maladie, tiens, vas-y, je te fais signer un avenant plus ou moins réglementaire sur un changement de poste pendant ton arrêt maladie. Enfin, on voit des tas de choses. Hein.
Où les gens sont dans ça les enfonce. Hein. Ouais, il faut pas, vraiment dans cette période-là, elle est très compliquée. Hein. Ouais. Il faut vraiment prendre conseil auprès d'un avocat. Un conseil auprès d'un avocat, c'est une consultation. Hein. Vous engagez pas sur une poursuite au prud'homme, etc. C'est juste un conseil, une consultation d'information qui vous permettra de connaître vraiment le cadre juridique, ce que vous pouvez faire, ce qu'il vaut mieux éviter de faire, de manière à mieux vous protéger. Ouais. En effet. Ouais. Christian disait comment rendre ce sujet simple. Les IRP peuvent facilement détecter des risques physiques liés au travail, mais c'est beaucoup plus difficile pour les risques psychosociaux. Effectivement, on est sur quelque chose à la fois qui se traduit matériellement et en même temps d'immatériel, et donc c'est pas simple de pouvoir les détecter même pour les IRP. Et moi qui fais de la formation en entreprise auprès de CODIR, de managers, de directeurs régionaux, etc. Et même au niveau des CODIR, la connaissance des risques psychosociaux est souvent lacunaire et ça mérite d'être approfondi. Est-ce que vous voulez commenter Et faut-il qu'il y ait aussi des IRP? Parce que vous avez des gens qui font des burn-out parce qu'ils sont dans des structures où il n'y a pas d'IRP. Bien sûr. C'est des trop petites structures. Donc déjà, la question d'aller vers les IRP, elle est caduque. Et puis après, les IRP, effectivement, eux aussi, je ne l'ai pas dit, et tu as raison, Sébastien, former les IRP à ce sujet-là, c'est un sujet important. Et je m'excuse auprès des IRP de ne pas avoir pensé à eux dans ma présentation. D'habitude, j'y pense, mais là, je les ai un peu omis. Mais c'est un vrai sujet. Et après, il faut bien dire aussi, dans la réalité et la vie pratique, c'est que moi, j'accompagne des gens qui sont sur des sites répartis, enfin qui ne sont pas au siège, sur des petits sites où il n'y a pas, finalement les IRP sont à distance et donc ils ont très peu de relations avec leurs IRP. Les IRP savent très peu ce qui se passe sur le terrain. Et puis après, il y a aussi le calendrier des IRP, hein, dans les négociations avec l'entreprise, dans les postures avec l'entreprise, et que ça peut faire aussi l'objet d'un moyen de choix stratégique pour eux, hein, et qui n'est pas forcément la vie et des relations paritaire n'est pas un chemin, un long fleuve tranquille. Diane, Florence, un commentaire ou pas? Pour simplifier, oui, alors ça passe évidemment par la formation qui est en plus rendue obligatoire des élus maintenant sur le terrain de la santé-sécurité, donc notamment on peut supposer quand même burn-out, risques psychosociaux, bien sûr, donc c'est obligatoire. Donc si c'est pas fait, peut-être le rappeler à l'employeur. Voilà, première chose. Et puis simplification, ça peut quand même passer. Moi, j'y crois beaucoup par l'intervention des professionnels tels que vous pour mettre en place, pourquoi pas, des questionnaires qui peuvent, je dirais, faire émerger des indices d'existence de souffrances qui peuvent dégénérer en burn-out. Je pense que c'est très automatisé, ça peut paraître un petit peu déshumanisé comme ça, mais je pense malgré tout que ça peut être quand même un moyen peut-être simple de se dire, là, il y a quand même, en termes de pourcentage, on a beaucoup là qui sont pas cadrés, la fiche de poste, ils trouvent que c'est trop flou, etc. Bon, voilà, ça peut être une manière un peu simple de faire cela, même dans les petites structures d'ailleurs. Oui, tout à fait, ouais. Isabelle dit qu'elle arrive en fin d'ALD et elle dit « C'est ma crainte, mon dossier de maladie professionnelle a été envoyé à un groupement de risques professionnels et si mon arrêt est suspendu ?» Elle dit « Je crains à chaque entretien médical de sa prévoyance. » Comment vous pouvez analyser cette situation? Pour moi, la question, Elle n'est pas très... C'est pas formulé de façon très claire, mais peut-être que la crainte, c'est le retour éventuel en poste, c'est ça après. Oui, peut-être. Ouais. Comment ça peut... Alors déjà, il y aura déjà, c'est sûr, il y a le service de santé au travail qui va être mobilisé. Donc après, pour vérifier l'attitude au travail après la longue absence déjà, donc pour voir si le poste doit être repris en l'état ou s'il doit faire l'objet d'un aménagement.
évidemment, ou un aménagement d'horaire ou de poste, etc. Obligatoire, C'est hein. obligatoire. Oui, bah, c'est sûr que chaque entretien médical dédié avec la prévoyance ou le médecin conseil de la CPM, c'est forcément pas facile, hein, puisque on peut y avoir un décalage, par exemple, entre les prescriptions médicales et son ressenti, j'imagine. Et puis l'angoisse du retour, ça c'est pas matérialisé par un médecin conseil c'est pas son sujet, donc c'est compliqué. Oui, et puis à la fin, effectivement, quand on arrive au bout du système, pardon, hein, de l'accompagnement en termes de longue maladie, y compris prévoyance, vient le moment de l'invalidité. Ça se transforme, en fait. On quitte en fait la caisse maladie pour passer dans la caisse invalidité. Alors, elle précise, elle demande quelle attente de ce groupement de risque professionnel. Quelle attente peut-elle avoir, hein? Son dossier donc de maladie professionnelle a été envoyé à un groupement de risque professionnel. Et donc, elle demande quelle peut être l'attente liée à ce groupement de risque professionnel. Sa reconnaissance en maladie professionnelle? Alors, je suis pas certaine, alors je sais pas, hein, mais je suis pas certaine que ce soit une demande, parce que j'ai l'impression qu'on est au stade de la prévoyance. Donc, est-ce que c'est un groupement de risque professionnel qui est lié donc à l'exercice de la prévoyance, ou est-ce que c'est le groupement risque professionnel, ou est-ce que c'est du côté sécurité sociale, caisse de sécurité sociale? C'est ça que et flou. En d'autres termes, je ne sais pas s'il y a une demande, voilà, s'il y a une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, en fait. C'est pour la demande de reconnaissance en maladie pro. Ouais. D'accord, très bien. Alors, qu'en attendre, ça, on l'avait vu dans le précédent webinaire. Malheureusement, tout à fait, très peu de demandes en reconnaissance en maladie professionnelle aboutissent et sont validées. Il faut toujours ce fameux taux de 25% qui est quand même extrêmement difficile à appréhender. Le comité… Surtout plusieurs mois après. Voilà, c'est ça. La procédure est longue en plus. Il faut un dossier médical, évidemment, qui soit compatible avec les critères de la maladie professionnelle. Il faut que l'enquête qui soit faite en amont du comité régional soit faite sérieusement. Il faut que donc le collaborateur donne le maximum d'informations, tout ce qui lui vient. Donc c'est très très aléatoire. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un aléa, parce que nous on en a eu quand même des reconnaissances mais vraiment très peu, mais il y en a eu des petits succès. Mais c'est vrai qu'il y a à la fois c'est très rare et en plus c'est aléatoire parce qu'on n'arrive pas à savoir véritablement pourquoi pour l'un ça a fonctionné et les raisons de l'échec des autres. Donc c'est vraiment malheureusement il vaut mieux se préparer à une réponse négative, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez encore des questions à poser ou pas? Plus de questions? Très bien. Dans ce cas, on va clôturer cette session. Merci beaucoup Diane et puis Florence pour cet exposé juridique. On remercie Siméona qui n'a pas pu faire elle-même la présentation. Et puis Xavier pour ses précisions côté RH et puis l'accompagnement post-burnout RPBO. Merci pour l'organisation de ces tables rondes. Hein. C'était absolument passionnant. Merci à tous les participants au fur et à mesure de ces séances, des questions, des contacts, des remarques. C'était passionnant. Hein. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir Xavier.